Donc on va essayer de traiter ce sujet-là qui n'est pas forcément toujours évident. Alors vous avez certainement, vous, régulièrement utilisé des données, vous en émettez régulièrement. Je prends cet appareil-là par exemple, ça envoie des données très souvent. On va donner un petit exemple où on distribue facilement de la donnée, c'est tout simplement quand on prend la route. Vous prenez la route, vous mettez un gestionnaire de déplacement. Il va envoyer vos informations à un centre et il va vous en retourner d'autres en vous disant vous avez peut-être un embouteillage quelque part. Et sans le savoir, vous avez transmis, sans le savoir ou sans vous en rendre compte directement, vous l'avez peut-être déjà réfléchi, mais vous avez transmis ces données et elles vous ont été redonnées en retour et vous avez pu en bénéficier pour votre usage. En agriculture, on voudrait pouvoir retrouver la même chose, mais ce qui n'est pas toujours évident parce que nous, agriculteurs et aussi structures agricoles, sommes parfois un peu frileux quant au fait de justement distribuer de données et pouvoir tout simplement en retrouver peut-être un retour à la suite. Alors, je pense qu'on va essayer d'être assez pragmatique sur des exemples concrets parce que ça reste des sujets quand même assez complexes. On va peut-être faire déjà un petit tour de table pour ceux qui ne sont pas présentés et même pour ceux qui sont présentés. Allez, Bertrand, je te laisse commencer. Tu veux savoir quoi exactement ? Je voudrais savoir qui tu es et comment tu, utilises de la donnée aussi, toi, au sein de ton activité, ou l'exemple que tu vas nous donner à expliquer un petit peu. Alors, je vais te donner un exemple très facile. Si aujourd'hui, on savait combien d'agriculteurs font, par exemple, de l'agriculture de conservation des sols, ça aiderait énormément les Syngenta, par exemple, ou les autres partenaires, entre guillemets, de l'agriculteur, à mieux cibler leurs produits pour l'utilisation dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on n'en sait rien, et du coup, c'est extrêmement difficile pour n'importe quel acteur du monde agricole de développer des produits spécifiques pour ce type de culture. Ok, on avait vu tout à l'heure que toi, tu développes une plateforme aussi justement de partage de connaissances. Exactement, et grâce à ce genre de plateforme, nous sachant le trafic qu'on a sur telle ou telle page, donc l'agriculture de conservation des sols, on est capable de dire, tiens, nous on a un quart du trafic. Par exemple, je te donne un exemple, une anecdote. La page la plus vue aujourd'hui sur notre plateforme, accroche-toi, c'est la traction animale. Voilà. Donc, faire du maraîchage avec un cheval, c'est ce qui intéresse le plus les visiteurs de notre plateforme. On a plus de 15 000 vues par mois, c'est ça qui les intéresse. Incroyable, hein ? Intéressant. Bien référencé peut-être à ce niveau-là aussi. À savoir. À savoir. Allez, on continue avec Fast. Oui. Alors nous, du coup, chez Fast, on travaille beaucoup dans le monde de l'élevage. Et ce qu'on voit dans l'élevage, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont produites, mais que parfois, ces données, elles sont réservées, on va dire, à des acteurs historiques, et qu'il y a un grand sujet aussi d'ouverture, mais d'ouverture de manière sécurisée, en confiance de ces données, pour que des nouvelles structures puissent les utiliser, les valoriser, et aussi apporter encore des nouveaux services, des nouveaux conseils aux éleveurs. Qui en plus, c'est un monde qui est quand même... l'élevage, c'est pas un monde qui est en croissance fulgurante, donc c'est important de encore mieux effectuer l'activité et d'avoir encore plus de conseils pour en termes d'avoir une meilleure rentabilité économique et pour mieux travailler sur l'exploitation. Ok. Anaël, alors moi je me rappelle d'un coup de téléphone que j'ai eu par un des cofondateurs de FarmLeap à l'époque. Je me vois encore à l'endroit où il m'avait dit on va créer un CETA numérique. Donc forcément vous avez aussi vous des besoins de données. Alors forcément vous avez évolué aussi dans dans votre fonctionnement. Mais explique-nous un coup toi les cas concrets que tu as de problématiques de partage de données. Les problématiques qu'on a le plus adressées finalement dans la vie de FarmLeap, le CETA numérique, donc l'intelligence collective au service des agriculteurs, comment partager les données pour identifier des marges de progrès grâce à la comparaison en fait entre agri. Finalement, la problématique la plus forte qu'on a eue, c'était le coût de collecte de la donnée, qui peut être, même si la plateforme est gratuite, c'est un coût de collecte qui peut être un coût de temps. Par rapport à la plus-value qu'on génère avec cette nouvelle connaissance. Et on s'est rendu compte que pour ça, il faut vraiment travailler sur les process de collecte, mais à chaque étape. Je prends un exemple concret, c'est comment identifier la durabilité de mes parcelles pour quand je vends un colza durable pour qu'il rentre dans le cadre d'un diester. En changeant le process de collecte de la donnée, depuis janvier, les COP ont gagné à peu près 4000 heures pour 8000 exploitations sur le temps de travail à collecter où est-ce qu'est la parcelle, la comparer en 2007, du réglementaire, un truc qui est
pénible plus que la pluie quand il a plu tout le mois. Et du coup, on se retrouve à gagner un temps et avec des gens qui trouvent cette pénibilité moins forte et ils peuvent passer à l'étape d'après qui est de se comparer pour identifier des marges de progrès. D'accord. Alors, on a aussi OKP4 qui est présent avec nous. Alors, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il faisait, mais bon, c'est quand même intéressant, je pense. À chaque fois, je le dis, mais je commence à comprendre. Hein, non, sans déconner. Bon, vas-y, réexplique un petit peu, et puis dis-nous, toi, les problématiques justement que tu as dans ces partages de données. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, je m'appelle. Ça va ouais, hop. Donc, je m'appelle Eni Gariani. Donc, je suis project manager. Je travaille chez OKP4 et je suis alumni de Unilassal. J'ai fait le master Agricultural and Food Data Management. Donc, voilà. OKP4, c'est une jeune start-up, une jeune entreprise innovante qui est basée aujourd'hui sur Toulouse. On a une filiale internationale à Munich et aussi à Rouen, donc à Rennes, pardon. Et ce qu'on fait, c'est peut-être le premier challenge, c'est que c'est un peu technique, c'est un peu complexe. Donc c'est un protocole décentralisé qui permet de faciliter le partage des données, qui se base sur une technologie de blockchain. Donc voilà, c'est un partage de données. C'est mort là, oh, ça va. Donc c'est du partage de données, mais qui est un peu, on va dire, décentralisé et qui se base sur une blockchain de 3e génération. Donc c'est un peu de l'innovation de rupture, hein, on va dire. Donc nous aujourd'hui on fait de l'expérimentation, on fait du prototypage, donc on travaille beaucoup avec des données de l'open data. Moi je dirais l'open data c'est aussi, on va dire, la forme la plus basique aussi de partage de données. Peut-être après, on va parler de freins techniques également. On va parler après de freins techniques, ça vient. Yes. Allez, on va faire la présentation de notre dernier intervenant, un peu. Non ? Oui, tout à fait. Alors, je tiens à dire c'est avec grand plaisir qu'on accueille. Et je voulais également remercier les organisateurs et notamment Unilassal Projet, qui a grandement contribué à l'organisation. Je vais me présenter, donc je suis Jérôme Dantan, je suis enseignant-chercheur en informatique à Unilassal et je suis également responsable du Master of Science Ag and Food Data Management, donc, dont Eni vient de parler aujourd'hui. Donc c'est une formation qui est assez jeune, puisque la première promotion est rentrée en 2018, en octobre 2018. Et merci. On est parti, en fait, pour créer cette formation, on est parti d'un double constat. C'est que, d'une part, il y a des vecteurs de création de données de plus en plus importants, et notamment par le voie des images satellites, des capteurs, aussi des demandes d'études en marketing qui utilisent les data. Et donc, ces vecteurs de données correspondait à un besoin, donc par le biais notamment des stages ingénieurs auxquels on a pu assister, qu'on a pu co-encadrer. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé cette formation qui offre une double compétence aux jeunes, donc une formation qui offre des compétences en data science, c'est-à-dire informatique et statistique, et d'autre part donc en agronomie, donc avec le lien notamment en imagerie et en agriculture de précision. Et du coup, ce Master of Science recrute des étudiants à partir de Bac plus 4. Il est en alternance et 100% en anglais. Donc, c'est pas pour moi alors. Et donc ça part vraiment en fait d'un besoin des entreprises, et donc c'est en cela aussi que nous apportons notre contribution à la gestion des données, et donc et pour les entreprises justement à ce que ça devienne pour certaines un atout stratégique. Alors après, au niveau institutionnel, on participe aussi au Data Lab. On est membre du Data Lab, qui est un consortium qui regroupe au niveau de la région Normandie un certain nombre de collectivités, de laboratoires et d'entreprises, donc qui a pour but, qui a vocation à faciliter justement le partage de données. Alors, j'ai pu découvrir dans un autre Unilassal, qu'il y avait beaucoup de
j'allais dire, entre l'établissement et puis les professionnels. Vous, au niveau de cette formation-là, vous avez aussi beaucoup de relations avec les professionnels. Vous répondez à une attente de la profession? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est comme la formation est ouverte en alternance, on offre des contrats pro, enfin les entreprises offrent de nombreux contrats de professionnalisation et aussi de stages alternés pour nos étudiants pour qu'ils puissent financer leurs études. Ok, donc a priori, vous allez essayer de nous trouver des solutions aussi pour les problématiques de nos chers amis et nos chers voisins, quoi. Oui, bah, tout à fait. Puis d'ailleurs, on est ravis de retrouver nos anciens étudiants dans d'autres contextes, voilà, comme Enio aujourd'hui, donc, qui donne une entreprise qui favorise justement ce partage des données. D'accord, bon, très bien. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces problématiques, on va revenir un petit peu sur les freins. Alors moi je voudrais peut-être demander à Anaël, parce qu'il a fréquenté aussi certainement des agriculteurs, est-ce que déjà ce frein psychologique, est-ce que l'agriculteur en lui-même a un frein? Et donc l'agriculteur et ceux qui, j'allais dire, gèrent un petit peu des structures agricoles, parce que ce sont souvent aussi des agriculteurs, hein, dans des COP, négoces ou d'autres structures plus importantes. Comment ça se passe dans la tête des gens et est-ce que c'est réellement une problématique? Alors, quand on a commencé FarmLeap il y a 5 ans, c'était une problématique assez forte, réellement. Quand on faisait une enquête internationale sur est-ce que vous seriez prêt à partager vos données pour X ou Y raison, c'est la France, dans les pays d'Europe, qui était au plus haut sur le manque de confiance sur le partage de la data. Après, au fur et à mesure de l'acquisition d'expérience, de la maturité du marché, on s'est rendu compte que le premier vrai frein, une fois qu'on explique pourquoi on collecte de la data, parce que c'est sûr, si file-moi tes données et qu'en face, tu ne sais pas trop pourquoi, si c'est pour calculer par exemple tes coûts de revient, pour essayer de faire la pression sur la négociation à la baisse, ce qui est la peur inconsciente chez beaucoup, évidemment, ça ne va pas être très, très ouvert. Par contre, une fois qu'on sait pourquoi on partage ces données, la question suivante arrive, c'est pour quelle création de valeur? J'y gagne quoi? Là, tu prenais ton exemple de Google. Je sais ce que j'y gagne. Avant, je payais un GPS 200 €. La carte n'était jamais à jour. Il fallait que je paye 100 balles la mise à jour de la carte. Maintenant, j'ai mon téléphone. La carte, elle est à jour tout le temps, impeccable. Je sais même les trafics. Donc, je vois tout de suite la valeur que j'ai économisée. Alors que l'agriculteur, il partage ses données. Je partage et je me compare sur la date de semis pour mon maïs. C'est bien mignon, mais ça ne me donne pas le temps qu'il va faire sur savoir s'il faut que je sème plus tôt ou plus tard cette année pour pas que mon maïs gèle après un stade 3, 4, 5 feuilles. Ou là, ce serait grave parce qu'il faudrait que je ressème. Donc ça va me coûter 800 balles, quoi. Donc ce côté ROI, là, pour le coup, sur d'autres sujets, on voit tout de suite, c'est très facile, hein, quand ils voient leur création de valeur. On prenait l'exemple de 4000 heures de gain de temps par rapport aux données de durabilité des colzas. Là, il n'y a aucun problème à partager les données. Là. Tout de suite, ça part comme une traînée de poudre. Alors, justement, est-ce que c'est pas cette problématique-là de ne pas se rendre compte forcément de l'utilité, de l'intérêt du partage de données? Je vais demander à Bertrand de me faire une petite explication là-dessus. Est-ce que voilà, c'est pas ce manque d'intérêt qui cause aussi le fait que je ne veux pas partager, j'y ai pas intérêt, quoi? Là, exactement. Et en fait, la data, c'est souvent un sous-produit de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut voir l'économie comme un arbre, hein, avec ses racines et ses feuilles. Et en fait, la data, c'est un peu comme les feuilles. C'est-à-dire qu'une fois que l'arbre a fait ce qu'il avait à faire avec ses feuilles, elles tombent par terre et elles ne lui appartiennent plus d'une certaine manière. Et ça va être d'autres organismes qui vont composter les feuilles et qui, in fine, vont créer de la matière que l'arbre va remanger. Mais c'est ces autres organismes qui vont trouver l'intelligence, entre guillemets, de faire quelque chose avec ces feuilles. L'arbre lui-même, il ne sait rien en faire. Et donc ce que je veux dire, c'est que trop souvent, la data est perçue comme quelque chose qui a de la valeur, mais l'organisme qui génère cette data a du mal lui-même à la composter et à la valoriser, mais du coup aussi a peur de la donner à d'autres parce que potentiellement il la perd. Et c'est là où il y a quelque chose à retrouver pour que cette valeur soit redistribuée à l'organisme qui a fourni la data au départ. Donc il y a un équilibre à retrouver là-dessus. Alors il y a une histoire de confiance. Décidément, il ne veut pas travailler avec nous, lui.
C'est aussi un problème de confiance quelque part. Oui, je vais demander à Fast de nous répondre un petit peu là-dessus. Cette question-là, elle n'est pas aussi toujours intrinsèque de dire oui, mais où est-ce qu'elles vont partir, comment on va travailler, où est-ce qu'elles vont être stockées peut-être, comment ça se passe. Il y a des fortes questions à ce niveau-là, je pense. Oui, et habituellement, alors je reparle du monde de l'élevage parce que comme ça complète un peu les cas d'usage. Nous, chez Fast, on a développé un gestionnaire de consentement aussi basé sur la blockchain. Alors moi, je suis moins technique que Ini, donc je peux parler un peu blockchain, mais pas trop. Mais en tout cas, notre gestionnaire de consentement, il permet en fait de matérialiser l'accord d'un agriculteur ou d'un de ses partenaires pour que sa donnée soit utilisée pour différents usages. Souvent, actuellement, souvent dans le monde de l'élevage, il y a des petits astérix en bas dans les contrats qui disent du coup, dans notre contrat, on vous prend vos données pour tout usage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut plus et qui bientôt, parce que la réglementation, elle avance aussi sur ce sujet, bientôt ce sera plus accepté. Donc on est encore un peu en avance de phase sur la réglementation, mais bientôt ce sera vraiment une obligation d'avoir l'accord du propriétaire, celui qui a créé la donnée, pour l'utiliser pour différents cas d'usage. Mais est-ce que c'est pas compliqué de demander l'accord ? On se rend compte avec le système de boutons où on dit vous avez le droit de gérer vos cookies. Grosso modo, tu appuies sur oui parce que tu vas pas aller chercher dans le détail, tu comprends pas forcément tous les détails des choses. Est-ce que c'est pas aussi une problématique de dire on va trop réglementer Alors le but, c'est que ce soit un accord pour un usage. Par exemple, ce serait l'accord d'utiliser vos données de production laitière pour faire des statistiques. Et du coup, il faut vraiment que l'agriculteur, qu'il puisse accepter séparément chaque usage. Après, souvent, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en tout cas, pour notre premier cas d'usage, ce ne sera pas forcément l'éleveur qui gérera en direct ses consentements. Il peut aussi donner des délégations à des partenaires de confiance pour le gérer à sa place. Mais pareil, ça, en fait, le but, c'est qu'on a aussi créé un portail, qui d'ailleurs sera sur AgriMaker, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui permet à l'éleveur, en fait, alors, au quotidien, il n'a pas que ça à faire de gérer des consentements sur des données. Comme tu le disais, Bertrand, c'est pas son travail au quotidien. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'il ait conscience de quel accord il a donné dans quel contrat et qu'il puisse potentiellement avoir une discussion avec son conseiller en élevage, avec son partenaire X ou Y, pour dire « Ah mais comment tu utilises ces données-là ? À quoi ça te sert ?» et qu'il puisse aussi comprendre la valeur de ces données. Désolé, j'ai eu un appel entre deux. C'est compliqué de gérer tout. J'ai un exemple qui est assez parlant, c'est sur les données médicales. Les données médicales, c'est évidemment des choses qu'on n'a pas envie de partager parce qu'on n'a pas envie que, par exemple, notre banque ou notre employeur nous dise « Ah bah oui, mais je suis désolé Bertrand, je ne vais pas pouvoir te donner ce prêt parce que tu as un cancer, etc. » D'ailleurs, ils le savent au final. Mais en principe, on doit répondre quand même. On doit répondre à la question, mais que l'employeur, par exemple, utilise telle donnée médicale pour ton employabilité. Et en France, typiquement, les données médicales, c'est un tabou. On ne peut absolument pas exploiter aucune donnée médicale. Alors qu'aux États-Unis, on peut les exploiter. Et grâce à quoi les États-Unis ont fait d'énormes pas en avant sur la recherche clinique en croisant un certain nombre de données des médecins, etc. Mais tu as aussi, à l'inverse, Google qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'ils ont réutilisé ces données médicales pour identifier des patients potentiels et les valoriser de manière à ce que n'importe qui puisse trouver le meilleur patient. Enfin bref, pas du tout l'usage qu'on aurait voulu. Mais du coup se pose la question, est-ce que tu bloques tout et tu bloques aussi la recherche, tu bloques toutes les valorisations pertinentes, ou bien est-ce que tu laisses d'une manière, tu laisses le marché se faire, quitte à pointer du doigt et à dire aux gens qui abusent, arrête ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Il y a une question d'éthique. Là-dessus, il y a un cas d'usage très concret sur le carbone. Tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique et de la capacité de l'agriculture à séquestrer du carbone dans les sols. C'est finalement très compliqué à suivre l'évolution du carbone, donc il faut poser environ 80 questions à l'agriculteur sur l'ensemble de ses parcelles. Ça prend une demi-journée. Ouais. Voilà. Et encore, c'était sympa parce que c'est presque un peu plus quand tu comptes tous les paramètres. Et parce que toi, tu es bien informatisé. Mais si tu pars de pas grand-chose, à mon avis, c'est 1 à 2 journées. Et alors que quand on prend le cas de la Suisse, les données de qu'est-ce que je fais sur mon exploitation, c'est partagé avec le gouvernement en format digital.
Donc il y a vraiment une collecte des carnets de culture, registre phyto et cahier de fertig, grosso modo, plus les pratiques culturales sur le sol, avec le gouvernement. Eux, là-bas, ils ne font pas de la modélisation sur des cas qu'ils extrapolent l'ensemble des parcelles avec des paramètres qui font que tu as un écart type énorme, donc tu n'es pas du tout sûr de la réalité sur ta ferme, alors que là-bas, ils ont l'ensemble de la population des parcelles, tu calques les analyses de sol que tu collectes auprès d'Auréa ou un truc, et paf, tu as la réponse à quelles sont les pratiques qui stockent, qui séquestrent, et quelles sont les pratiques qui émettent. Et donc au lieu du 4 pour 1000, Pascal Boivin, en Suisse, chercheur, il a la capacité de répondre non, on ne peut pas faire que 4, hein, on peut faire 40 pour 1000. On peut résoudre le problème climatique mondial, mais c'est comme ça, comme ci, comme ça, et à tel endroit on y arrive, à tel endroit on y arrive, et là on n'y arrive pas. Donc on résout potentiellement un problème qui est le mur du réchauffement climatique en partageant réellement l'intégralité des données. Pas juste en disant « Oh là là, mince, j'ai peur, mes données, qu'est-ce qu'elles vont faire ?» Alors maintenant qu'on a dit oui, il faut peut-être en partager plus, il y a peut-être aussi des freins techniques. Comment on arrive à gérer l'ensemble des données qui viennent de partout, qui sont stockées à droite, à gauche, dans des fichiers Excel, sur des bases de données à tel endroit ou à tel endroit. Il faut les qualifier aussi, j'imagine. Quels sont justement ces freins techniques ? Oui. Donc oui, moi je vais peut-être partir de la définition. En fait, le partage de données, c'est voilà, c'est l'ensemble de pratiques et de technologies qui permet d'échanger des données entre différentes organisations. Donc toujours dans un cadre qui soit, on va dire, juridiquement correct, avec un alignement des intérêts et une confiance qui est partagée. Et donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être que la première forme vraiment de partage de données, c'est de l'open data. Donc voilà, c'est intéressant. Vous savez, la France est le premier pays en Europe en termes de maturité d'open data. Donc voilà, avec tous ces fameux catalogues data.gouv, Agrest, IGN et tout ça. Mais il y a encore, on va dire, des freins par rapport au partage de données sous forme aussi d'open data. Donc peut-être que un premier frein, c'est par rapport au format, en fait. Vous savez, je prends un petit exemple, là, il y a un système de notation en étoiles qui a été développé, qui a été proposé par Tim Berners-Lee, qui est le fondateur, l'inventeur du web. C'est un système en étoiles, en fait. On attribue une étoile à un fichier de type PDF. Donc 2 étoiles à un fichier Excel. Et 3 étoiles à un fichier CSV. Donc pour dire que, finalement, c'est beaucoup plus intéressant de partager un CSV que de partager un PDF, parce que PDF, c'est un format rigide qui est difficile à exploiter, à explorer. Donc, il faut pousser vers des formats de données qui sont beaucoup plus facilement exploitables. Donc, après, il y a aussi un frein par rapport aux qualités. Donc, pour moi, il faut respecter un minimum de ce qu'on appelle data quality management. Voilà, il ne faut pas avoir de la redondance dans les bases de données, il ne faut pas avoir des problèmes des valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes, ça peut des fois représenter la réalité, mais voilà, on va dire statistiquement aberrant. Donc on dit aujourd'hui 80% du temps passé par un data scientist, il est destiné au nettoyage des données, parce qu'il y a de la redondance, il y a des problèmes et tout. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et aussi, je suis désolé, c'est un peu technique, mais c'est important de décrire les données, donc par le biais de ce qu'on appelle les métadonnées. Donc métadonnées, c'est une donnée qui permet de décrire une autre donnée. Donc moi, sur un catalogue, j'ai envie de voir qu'est-ce que je vais visualiser. Donc la personne qui a produit la donnée, le nombre de colonnes, l'information qui est dans le CSV, etc. Donc je prends un exemple, une photo, c'est la donnée. La date de prise de photo, c'est la métadonnée, c'est une donnée qui décrit la donnée. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Enfin, nous, au KP4, on travaille beaucoup on explore de l'open data. Donc là, vraiment, on reste sur l'open data. Après, sur la partie vraiment échange entre organisations, là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut définir des standards. Donc c'est quoi un standard? C'est ce fameux langage en commun, en fait. C'est un ensemble de règles qui va s'appliquer sur le modèle des données pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique, pour que le data provider... Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi non. Bon, En fait, finalement, ce qu'on veut faire, c'est que la personne qui met à disposition les données et la personne qui va recevoir les données se comprennent. Donc il faut parler un langage en commun.
Donc il faut mettre en place des règles qui vont s'appliquer sur les données. Donc ça veut dire qu'on veut donner le même langage à deux structures, deux systèmes, Exact. pour qu'ils parlent la même langue, pour qu'ils se comprennent. Ou Oui. alors de donner un traducteur entre les deux pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a des initiatives. Donc, c'est ça, on pousse vers les standards. Je ne vais pas parler à leur place, mais voilà, à Gateway aux États-Unis, AgroEDI, Numagri, etc. Et aussi à l'échelle européenne, il y a le Gaia X. Voilà, il essaie de mettre en place vraiment des standards avec ce qu'on appelle un data space, avec vraiment des règles qui vont s'appliquer sur les données pour que finalement on puisse parler vraiment le même langage en matière de modèles de données. Bah, la question c'est un peu technique, je suis désolé, mais... Ça veut dire que chaque structure a des enregistrements différents. Si je suis dans une banque X ou une banque Y, c'est enregistré d'une façon différente. Par contre, si mon comptable a besoin de ces données-là, il va falloir qu'il les reprenne. Alors soit il connaît le code de la banque X ou de la banque Y pour pouvoir les traduire, ou soit les banques ont le même code pour pouvoir les transmettre plus facilement. Exact. Ok. Donc c'est ça un peu l'objectif, c'est d'arriver à les mettre en parallèle, quoi. Oui, tout à fait. Eh ben, on peut prendre l'exemple de deux machines agricoles de marques différentes. Par exemple, donc, il y a des standards donc, comme Isobus qui permettent justement à avoir une console et un écran unique qui permet de piloter justement tous les appareils qui sont installés sur un même tracteur, par exemple. Alors, donc pour faire écho également à la réglementation tout à l'heure, donc en effet il y a aussi le Data Governance Act, donc, dont Eni a parlé un petit peu, donc qui vise justement à favoriser ce transfert et cette interopérabilité des données, puisqu'il est toujours rageant quand on passe finalement d'un matériel à un autre de ne pas pouvoir bénéficier de l'historique de l'ancien. Voilà, donc pour la réglementation également, qui peut être aussi un levier justement pour favoriser cet échange de données. Alors, est-ce que dans cette progression, vous avez des exemples concrets aussi qui montrent que, oui, en faisant des efforts, on arrive à justement trouver des solutions et à avancer progressivement justement pour avoir ce partage de données qui fonctionne? Bertrand, non? Je reviens sur ce qui a été fait sur open.data.gouv.fr, c'est génialissime. C'est génialissime, c'est vraiment très exploitable, c'est très ouvert, tout le monde peut se créer un compte et par exemple tout le parcellaire graphique français est exploitable directement pour peu qu'on ait les outils qui vont avec. Donc oui, ça a été fait et on avance dans la bonne direction. J'aimerais juste ajouter un petit mot et un petit message pour les étudiants d'Unilassal qui sont là aujourd'hui et leurs enseignants peut-être. Dans les données, souvent, on se dit le problème, c'est le fichier Excel, son format, etc. Dans 98% des cas, le problème, c'est les données elles-mêmes. Et trop souvent, on ignore les biais de saisie ou les biais de récolte. Et il y a un cas qui est très classique, c'était pendant la guerre de 40, où les Américains regardaient où est-ce qu'il y avait des trous dans les ailes des avions pour savoir où est-ce qu'il fallait blinder les avions. Et en fait, ils ne regardaient que les avions qui rentraient. Ils ne regardaient jamais les trous dans les avions qui s'étaient plantés en mer. Et forcément, c'était ceux-là qu'il fallait blinder. Mais ils ne savaient pas. Et du coup, ils ont blindé exactement les endroits où il n'y avait pas besoin de blinder parce qu'en fait, les avions rentraient. Et si je prends mon exemple à moi avec la traction animale, peut-être que ça s'explique parce que la manière dont on a diffusé cet article, ou peut-être que c'était un article qui a été particulièrement repris par des réseaux qui étaient très actifs, ont fait qu'on a eu beaucoup de trafic sur ce truc. Et donc, il faut faire très attention avant de commencer à manipuler de la data, à savoir qu'est-ce qu'on veut comme data, comment on l'obtient. Et très souvent, dans le monde agricole, c'est un biais. Et c'est pour ça que j'en parle aux étudiants, parce que vous serez chef de produit tôt ou tard dans des chambres d'agriculture ou dans des coopératives, etc., où vous allez vous poser la question de comment je fais en sorte que les agriculteurs vont saisir ces datas, et en oubliant que l'agriculteur n'a pas que ça à faire de sa journée. Et que, imaginez que c'est parce que vous avez développé une super app et qu'il n'aura plus qu'à saisir le nombre de Altiz dans son colza tous les matins qu'il va le faire. Non, il ne va jamais le faire. Tu crois que j'ai que ça à faire peut-être, non? Exactement. Donc, soit vous êtes prêt à avoir des données qui sont saisies par quelqu'un que vous payez, et encore, vous aurez quand même des biais, soit vous allez trouver des manières, j'allais dire, détournées. Par exemple, Google, je reviens à ton exemple au début, sur le trafic, n'a pas essayé de mettre des compteurs de voitures dans la route, n'a pas essayé de mettre des caméras, etc. Il utilise les utilisateurs de Google Maps et de Waze pour savoir où est-ce qu'il y a des embouteillages. Et donc, ils ont utilisé des données détournées pour arriver
à leur fin. Et donc, très souvent, il faut chercher à comment je peux utiliser des données détournées. Et peut-être qu'on en arrive au dernier point, c'est sur l'histoire de la feuille. Là, je reviens sur... parfois, il faut laisser d'autres structures utiliser ses propres données, qui sont des données qui ne sont pas forcément valorisables, mais peut-être donc quelqu'un va avoir l'idée de la détourner pour obtenir des insights auxquels nous, on n'aurait pas pensé, mais qui sont ultra importantes pour le monde agricole. Ça veut dire que si on veut des données fiables, il ne faut pas demander aux agriculteurs ou aux humains tout simplement de les enregistrer. Exactement. Si tu demandes, si Netflix t'avait demandé quel film tu avais envie de voir, tu aurais donné je ne sais pas quoi. Par contre, simplement en regardant comment tu joues avec ta télécommande, alors là, ils ont toutes les données du monde et ils savent exactement quel film tu veux voir. Ok, donc là, on a déjà d'autres éléments de réponse. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont des problèmes de données ou qui ont trouvé justement des solutions pour arriver à récolter des données un peu plus simplement, de façon sûre? Non, je savais qu'il n'allait pas y avoir de réponse, mais au moins ça vous réveille. Voilà, merci. Vas-y. Non, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples concrets. D'autres exemples de belles histoires, et pour rebondir sur le fait de... Parfois, c'est pas les acteurs historiques qui vont créer des nouveaux usages avec les données. Nous, le projet qu'on a en œuvre avec la Confédération nationale de l'élevage, acteur historique du monde de l'élevage. Encore l'élevage. Bah oui, mais c'est pour illustrer, on parle que du colza. Donc voilà. Et du coup, le projet qu'on a, vraiment en utilisant le sujet du consentement, eux, en fait, c'est qu'ils ont rénové tout leur système d'information. D'ailleurs, on a un partenaire technologique dans la salle qui a vraiment fait ils ont fait le développement vraiment de la base de données, pardon. Et ils ont associé la gestion du consentement pour justement permettre aux acteurs historiques d'utiliser proprement ces données et pas en utilisant le tout usage comme on a dit avant, mais aussi en fait s'ils ont rénové tout cela et qu'ils ont mis en place des nouveaux outils comme la gestion de consentement, c'est aussi pour permettre à des nouveaux acteurs, à des startups, à des acteurs qui n'accèdent pas historiquement à ces bases de données qui sont sur la génétique ou l'identification animale, qui sont un peu fermées, qui sont réservées, qui sont un peu dans un clan fermé, et ces innovations technologiques pour lever des freins justement technologiques, ça permet à des nouveaux acteurs de se positionner, d'innover et d'utiliser à bon escient ces feuilles qui sont tombées de l'arbre. J'ai l'impression qu'Anaël a envie de parler. Je partageais cet avis parce qu'effectivement, nous, on vient du végétal. On travaille avec certaines entreprises du monde animal pour proposer des nouvelles améliorations. Mais c'est vrai que si tu n'as pas un accès à ces données ou à ces bases de données, tu as un coffre-fort, c'est Fort Knox, soit tu casses la banque, mais ça ne sera pas très facile, soit tu traces ta route et tu cherches d'autres cas d'usage pour créer de la valeur, quoi. Donc effectivement, ce côté, cette nécessité d'ouverture, c'est accepté pour les acteurs historiques de prendre un risque. On se dit, tiens, c'est un risque, mais finalement, ça peut être un risque contrôlable, vu que tu ouvres les vannes et tu peux les refermer si ça se passe mal. Compléter, pourquoi ils ont fait ça dans notre projet dans l'élevage, c'est aussi pour réduire le coût pour tout le monde. En fait, le but, c'est que plus il y a d'usage des données, plus on réduit le coût de l'accès aux données du web service pour aussi les acteurs historiques. Parce que les acteurs historiques pourraient se dire, je n'ai aucun intérêt à ce que des nouveaux viennent sur mon terrain historique. Mais en fait, c'est bien pour tout le monde parce que, voilà, exactement. Donc c'est d'arriver à prouver, d'acculturer tout le monde, à expliquer que tout le monde a intérêt à avoir accès plus facilement à ces données, lever les freins quelque part de ces inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à ces systèmes-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples un petit peu j'allais dire, d'évolution et de progrès qu'on a vu ou qu'on verra demain naître parce que justement il y a un intérêt et on va se rendre compte que c'est vraiment capital de pouvoir les partager, ces données. Alors il y a une plateforme qui s'appelle Kaggle, qui est une Kaggle, qui est une plateforme un petit peu confidentielle, mais qui permet à n'importe quel acteur qui a de la donnée de la mettre en ligne et de mettre des sous. Alors, c'est des gros montants, hein. Ça peut monter à 200, 300, 400 000 euros pour quelqu'un qui est capable d'exploiter cette donnée pour en tirer une information donnée. Par exemple, Airbnb va te mettre tout un jeu de données et va te dire, est-ce que tu es capable de prédire quand telle personne X voudra aller aux États-Unis dans son prochain voyage, en fonction de ses voyages passés. Et donc,
tout plein d'acteurs mettent des données en ligne et demandent à des startups d'aller cruncher ces données et de trouver des algorithmes qui permettent d'en tirer des infos bénéfiques pour elles. Et tout le monde est gagnant parce qu'eux n'ont pas la capacité d'arriver à trouver ces insights et les autres ont des données super intéressantes avec lesquelles ils peuvent jouer, même si c'est des échantillons souvent. N'empêche que c'est super intéressant et grâce à quoi on augmente la taille du gâteau encore une fois. Donc là, c'est l'important, j'allais dire, d'arriver à former correctement. Alors, c'est Unilassal qui va reprendre la main. Oui, pour arriver à ces résultats-là. Oui, alors juste pour compléter un sur Kaggle, ça permet aussi aux entreprises de recruter des talents, puisque justement, voilà, c'est les gagnants du défi. Voilà. D'accord, c'est un petit peu dans ce cercle-là qu'on arrive à avancer. On a déjà fait un beau petit tour. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Oui. Alors déjà, il y a une grande différence. Quand l'éleveur il produit du lait, il peut le vendre qu'à une personne. La donnée, c'est pas comme un tas d'or. Un CTRL-C, CTRL-V, ça se duplique et ça créera plus de valeur si on le partage à plus de monde. Donc ça, c'est première différence. C'est pas du pétrole, hein, parce que le pétrole, ça, on le consomme, il est détruit. Non, mais en fait, c'est juste, oui, on dit des fois pour les données, on dit plutôt l'ayant droit. Enfin, il n'y a pas vraiment de propriétaire, mais c'est l'ayant droit des données. Après, justement, c'est pas comme du pétrole. Enfin, c'est on va dire, c'est un bien non rival. C'est pour cela que le titre de la table ronde est exprès un bien pas si commun. Donc la notion de bien commun, ça doit vous interpeller aussi, hein, comme l'eau. À qui appartient l'eau? Est-ce qu'elle appartient à Coca-Cola qui a les parcelles au-dessus des nappes phréatiques, ou bien est-ce que ça appartient à tout le monde? Il y a peut-être une réflexion à avoir. Moi, personnellement, c'est une réflexion auquel je tiens. Hein. Je pense que la donnée, c'est un genre de bien commun. Et si l'arbre disait non, mais moi je veux pas que quelqu'un s'occupe de mes feuilles, il finirait par mourir. Donc effectivement, après, il y a un coût à la production de données, il y a un coût à la mise à disposition aussi, et des boîtes comme OKP4 sont capables de valoriser les producteurs de données à juste titre, parce que c'est eux qui font l'effort de produire ces données. Mais il faut peut-être penser à la valorisation, en tout cas à la rétribution du créateur de la donnée une fois qu'on a valorisé la donnée. Si on attend d'être payé pour commencer à la donner, à la mettre à disposition, on a un problème. Une dernière réponse. Alors, oui. Donc en fait, concernant la propriété des données, c'est vrai que sur une donnée particulière, comme ça a été dit, c'est un bien immatériel, donc il n'y a pas de notion vraiment de propriété de la donnée. Par contre, il y a une notion de propriété de la base de données, dans le sens où on a le droit d'auteur si on est original, si c'est une création originale, une base de données originale. Après, il y a aussi la notion de propriété de base de données. Elle est aussi afférente au fait qu'on participe à sa création et à son stockage. C'est-à-dire qu'on a mis des moyens en fait dans sa création. Donc, alors pour votre question, du coup, ça serait, c'est vrai que c'est en général c'est aussi des accords qui sont bilatéraux, donc entre le constructeur et puis le propriétaire. Mais ça serait en fait les deux, en fait, le créateur de la base, le créateur des données et aussi donc celui qui met les moyens de stockage et de création de données. Bien. Une autre question, s'il y en a une, mais après, on va être pris par le temps. C'est bon? Bon, alors, moi, je conclurai peut-être en disant simplement que si
les humains arrivent à être aussi intelligents que, j'allais dire, l'environnement, les végétaux et le système, on arrivera peut-être à avancer, à progresser dans le partage de données, quoi. C'est ça. Inch'Allah. Bon, merci à tous. Merci à vous d'être présents et puis d'avoir répondu.